énergie carbone pour les opérations d'aménagement. Donc avant de commencer, je me présente, donc je vais animer cet atelier. Donc Morgane Colombert, je suis directrice de projet à Efficacity, donc en charge d'un programme de R&D sur l'évaluation environnementale des projets d'aménagement urbain. Et on a participé, donc avec un certain nombre de partenaires, j'en parlerai un petit peu plus loin, donc au développement de cette méthode quartier énergie carbone. Et on développe également avec le CSTB, donc l'outil Urban Print, l'outil logiciel Urban Print, qui est le premier outil qui va permettre d'appliquer cette méthode quartier énergie carbone dont il sera question dans cet atelier. Donc, comme vous l'avez sans doute vu avec un petit bandeau, cet atelier va être enregistré. Donc, ce sera possible donc, de revoir les débats de cet atelier. Merci également à tous de bien couper vos micros afin d'éviter les problèmes de son. Et puis, je vous propose donc, que l'on débute cet atelier. Donc, pourquoi cette thématique? Donc, qu'est-ce qui se cache derrière l'appellation quartier énergie carbone et quartier E plus C-? Donc, le projet de recherche quartier E plus C- en fait, a permis de développer la méthode de calcul quartier énergie carbone. Donc, pour certains d'entre vous qui suivent peut-être ce projet depuis quelque temps, vous avez dû entendre parler de quartier E plus C-, et aujourd'hui, on va parler de plus en plus de quartier énergie carbone, qui est le nom que l'on a donné donc, à la méthode qui a été développée dans le cadre de ce projet de recherche. Donc, c'est une méthode développée par un consortium de premier ordre, donc, constitué donc, du CSTB, d'Eliott, d'Alliance HQE, d'Effinergie, de Certivea, de BBCA, d'Efficacity et d'Atlantec, et avec la participation au comité de pilotage donc, du ministère de la Transition écologique et l'ADEME. C'est un projet aussi, et donc on en a deux autour de la table aujourd'hui, qui s'appuie sur plusieurs opérations pilotes en France. Et ces opérations pilotes sont très importantes pour nous, puisque c'est grâce à elles qu'on va pouvoir éprouver, tester cette première version de méthode quartier énergie carbone et s'assurer que ça vient bien répondre aux besoins des utilisateurs et des aménageurs. Alors, avec moi dans cette table ronde aujourd'hui, donc c'est Nathalie Sement qui nous accueille dans cette salle virtuelle, donc qui est à HQE, à l'Alliance HQE. Et nous avons trois intervenants autour de la table, entre guillemets. Donc Anne Lefranc de l'ADEME, Anthony Rousteau donc d'Anjou Loire Territoire et Olivier Pénichou d'ICAD. Donc, petit rappel, donc on a 1h15 de table ronde, donc c'est un timing assez serré. Vous avez un chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est possible qu'on vous y réponde directement dedans, mais il y a également en fait un temps d'échange qui est prévu sur la fin de la table ronde avant un temps de conclusion. Eh bien, je vous propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'interroger nos trois intervenants. Et je vais d'abord me tourner vers Anne Lefranc. En fait, j'aurais voulu avoir un peu la genèse de ce projet de recherche quartier E plus C-. Est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement au sein de l'ADEME le contexte de l'appel à projet dans le cadre duquel quartier E plus C- a été lauréat? Et puis pourquoi ce projet a été lauréat? Donc je vais laisser la parole à Anne. Oui, bonjour à tous. Donc pour répondre un petit peu à cette question, en fait, c'est le fruit d'une réflexion engagée depuis un certain nombre d'années, bon, à l'ADEME et en dehors de l'ADEME, hein, mais c'est vraiment à la jonction de nos trois champs de compétences, énergie renouvelable, bâtiment et urbanisme. Parce qu'on s'adresse à l'échelle du quartier et pour l'ADEME, en fait, c'est une échelle qui est vraiment pertinente pour engager une vraie réflexion multithématique qui répond clairement aux enjeux de la transition écologique dans une approche systémique. Alors cette échelle, elle est à mi-chemin entre le bâtiment et la ville et elle permet d'adresser la question de la haute performance énergétique et du bas carbone.
Alors, est-ce qu'il faut choisir entre énergie et carbone? Je vais tout de suite rompre le mystère. Je pense que non, parce qu'on est bien sur une approche systémique, une approche globale. Et même si on va rajouter une grille de lecture carbone, la question aussi de l'énergie reste centrale, notamment à cette échelle quartier. Et des chantiers restent à poursuivre sur l'optimisation du mix énergétique, les réseaux, l'intégration des énergies renouvelables, l'autoconsommation collective, la sobriété énergétique. Voilà, ce sont des questions qui sont encore voilà, importantes et qui s'adressent directement à cette échelle-là. Alors, ce projet, il a été retenu dans le cadre d'un de nos appels à projets de recherche, bâtiment responsable. Il a été lauréat en 2018. À cette époque qui n'est pas si lointaine que ça, mais il y a 3 ans, voilà, on était vraiment en plein travaux pré-réglementaires de la RE 2020. Nous avions besoin donc d'explorer la dimension carbone, et d'avoir aussi des méthodes fiables pour évaluer de manière précise, les émissions de GES d'un quartier, en tenant compte de tous les facteurs d'émissions correspondant aux espaces de vie du quartier. Le logement, les espaces publics, la mobilité, les services, les équipements qui font le quartier. Et ce projet a clairement répondu à cette attente, pas qu'à l'ADEME, hein, c'est pas une attente que de l'ADEME, c'est une attente de la filière aussi et puis aussi des aménageurs. Et nous avions vraiment besoin de pouvoir calculer cette empreinte. Alors je parle vraiment d'empreinte, qui pour moi, le point de départ, d'une démarche E+C-, puisqu'il faut d'abord voilà, pouvoir calculer et voir les leviers carbone sur un quartier. Alors le bâtiment avec la RE 2020 a un petit peu tracé la voie avec le +C-. Il a permis aussi d'initier la réflexion sur cette échelle élargie. L'expérience passée a plutôt démontré et a démontré que la nécessité de travailler en analyse de cycle de vie, c'est un des points forts du projet, puisqu'il vise à élaborer une méthodologie d'évaluation basée sur le cycle de vie. Donc on est bien sur une approche systémique, sur toutes les dimensions du quartier, l'on soit dedans ou dehors du quartier, mais en tout cas, on aura une approche aménageur et une approche usager. Et c'est à souligner. Donc Morgane va vous présenter de manière plus précise l'avancée, la méthode, l'outil Urban Print, qui est en train d'être testé sur 8 sites pilotes. Nous entamons là la dernière année du projet. L'outil sera développé et testé aussi dans un deuxième temps dans une autre expérimentation que nous menons à l'ADEME sur les quartiers, mais j'en parlerai plus à la fin. Et pour finir mon propos d'introduction, vraiment, je tenais à saluer le travail qui a été réalisé ici par l'équipe qui est menée donc par le CSTB, par Efficacity, l'Alliance HQE-GBC, Finergie, Certivea, donc un beau consortium. J'espère que j'oublie personne. Et aussi les 8 sites pilotes qui se sont engagés comme bêta-testeurs, on va dire, et dont le travail va permettre une vraie avancée sur la compréhension des leviers d'action du bas carbone dans les quartiers et surtout d'en mesurer l'efficacité. C'est une brique indispensable pour aller vers une démarche énergie-carbone à l'échelle de nos villes et de nos territoires. Et c'est aussi une vraie opportunité pour les collectivités et les aménageurs qui s'engagent dans cette démarche. Voilà, je vous laisse la parole peut-être Morgane pour bien présenter ce projet et puis son avancement. Merci beaucoup. Alors avant, on va garder encore un petit peu de suspense. Alors, dans la liste des participants au projet, il y avait également Elliot. Alors comme je sais qu'ils sont présents, il me semble, dans la salle, on va quand même aussi solliciter qu'ils ont participé au développement de cette méthode. Et donc, avant de présenter le contenu de cette méthode et de l'outil Urban Print qui était mentionné, je vais également me tourner vers les représentants donc, de 2 des 8 opérations pilotes qui sont dans ce projet. Et donc un représentant du côté d'ICAD et un représentant du côté d'Anjou-Loire Territoire. Et je voulais finalement savoir, avant de présenter des résultats d'application,
Qu'est-ce qui vous a motivé donc à ICAD ou à Anjou Loire Territoire d'entrer dans ce projet, dans ce consortium, de venir tester cette méthode avec nous? Donc, je vais laisser la parole d'abord à Anthony Rousteau, donc d'Anjou Loire Territoire. Merci Morgane. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi je suis responsable d'opération au sein d'Alter. Donc comme vous le voyez, Alter c'est le groupe, l'outil, enfin le couteau suisse des collectivités du Maine-et-Loire, puisque on a 5 entités dans le groupe. Selon les besoins des collectivités, on intervient sur forcément l'aménagement, en neuf, mais aussi de plus en plus en renouvellement urbain, bien évidemment. Et les OPA sont des montages qu'on met en œuvre de plus en plus désormais. On intervient sur les zones d'activité économique, sur la construction d'équipements, sur la gestion de services urbains, et puis les énergies renouvelables, comme vous le voyez dans la liste. Je ne vais pas m'étendre plus sur la présentation d'Alter. En tout cas, on intervient au sein du département sur les agglomérations et pour les collectivités en direct. C'est dans ce cadre-là que nous, on travaille avec la commune de Beaucouzé, qui est en première couronne d'Angers on travaille avec elle depuis plus de 20 ans désormais, et notamment sur un site qui s'appelle les Nouveaux Échats, donc qui a fait l'objet d'études préalables maintenant il y a 15 ans, qui s'est décliné en 2 ZAC distinctes pour des questions de maîtrise foncière. Donc il y avait la ZAC des Échats 2 qui était BBC avant la RT 2012, et dans le début des années 2010, quand on a relancé les études opérationnelles, donc sur la 2e ZAC, qui est la ZAC des Échats 3, l'ensemble des 2 ZAC étant labellisés écoquartier, les élus nous ont demandé comment est-ce qu'on pouvait continuer de pousser les curseurs selon les 2 objectifs qui nous ont été assignés, à savoir un impact environnemental moindre des opérations d'aménagement, et puis promouvoir la mixité sociale et l'équité sociale. Donc on en est arrivé au fil de développement de l'opération, c'est ce que je vous présenterai tout à l'heure, finalement à adopter le critère carbone comme un critère commun de décision pour créer une stratégie opérationnelle qui permette d'embarquer l'ensemble des acteurs de la chaîne de production du logement et de vie du logement, c'est-à-dire jusqu'à l'habitant. Et donc pour nous, j'en viens aux enjeux du projet Quartier Plus C- pour nous. C'était, au vu des différents acteurs qui composent le groupe de R&D, c'était bien évidemment de bénéficier de leur expertise, de ces principaux acteurs français. C'était aussi de consolider notre stratégie bas carbone, puisqu'on l'avait lancée juste avant justement la sortie de l'appel à projet de l'ADEME. Donc c'est vraiment consolider la stratégie au niveau politique, puisqu'il y avait les élections municipales qui étaient en ligne de mire, et puis au niveau opérationnel. C'est apporter notre petite pierre à l'édifice, humblement, mais en partant du principe qu'on est sur une opération périurbaine qui représente une typologie d'opération qui est assez importante en France, avec beaucoup de logements individuels également. Et puis, c'est optimiser l'accompagnement par notre propre AMO bas carbone et bien évidemment éviter d'arriver à des doublons. Voilà. Merci beaucoup, Anthony Rousteau. Je vais me tourner vers Olivier Pénichou, donc d'ICAD, pour qu'il nous précise pourquoi ICAD a été motivé pour rentrer dans ce projet et être une opération pilote. Bonjour à tous. Donc en fait, Olivier Pénichou, je suis directeur énergie en fait au sein d'ICAD Foncière. Et donc avant de vous présenter les motivations à ce projet, je vais faire comme mon confrère d'Alter. Je vais présenter en 2 mots ICAD. Donc en fait, ICAD, j'ai repris la définition Wikipédia parce qu'elles ont tendance à être synthétiques. Et donc en 2 mots, ICAD, c'est 2 métiers. En fait, c'est une foncière, d'une part,
et un développeur. Donc pour la foncière, en fait, on gère notre propre patrimoine, c'est-à-dire c'est un patrimoine de bureaux, d'activités, donc c'est la foncière tertiaire. Et d'autre part, on gère aussi notre patrimoine d'établissement de santé qui est ICAD Santé. D'un autre côté, on a un métier de développeur et il s'agit surtout en fait de notre filiale promotion d'actifs et de quartiers, d'aménageurs. Donc là, pour le coup, de toute nature, aussi bien logement que de bureaux, que d'églises, etc., etc. Le projet qui nous amène à faire cette présentation, en fait, est à la croisée des deux métiers. Il s'agit, pourquoi c'est les deux métiers? Parce qu'en fait, le terrain comme Alter, en fait, nous appartient. Le foncier appartient à ICAD Foncière. Et donc, c'est ICAD Foncière qui porte le projet. Mais bien entendu, en fait, toutes les études et toute la réalisation sera exécutée par la partie promotion, donc la partie développement. Donc, j'arrive enfin à la motivation, en fait, pour cet outil Urban Print. Et pour vous dire, en fait, qu'au début d'un projet de cette nature, quand on a un terrain et que on a beau avoir des objectifs type bas carbone, etc., cohésion sociale, etc., etc., n'empêche que on est un peu comme un joueur d'échecs, en fait, où il y a plein de possibilités et à chaque fois qu'on déplace un pion, même si on connaît l'objectif, on ne sait pas les impacts de ce déplacement de pion. Et donc, finalement, Urban Print est un moyen d'étude pour essayer de modéliser en fait l'impact de chaque décision qu'on va pouvoir prendre, surtout au début. Parce que finalement, au début, on a tous les choix sont possibles et au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, les choix se réduisent à cause des choix qu'on aura fait avant. Et donc, en fait, pour les assumer, ces choix qu'on aura fait avant, l'important, c'est d'avoir un outil qui nous permette de voir les impacts globaux, aussi bien carbone que énergie, que etc., et puis sur tous les leviers, à savoir la mobilité, tous les leviers d'émissions carbone, afin que finalement tous nos choix soient assumés et respectent notre objectif global qui est le bas carbone. Voilà, je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à expliquer pour l'instant en termes de motivation. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la deuxième étape, on va dire, de cette table ronde où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et donc de vous présenter qu'est-ce que c'est que cette méthode quartier énergie carbone et cet outil Urban Print. Donc d'abord, on va revenir finalement un peu au préalable, aux enjeux que l'on est venu adresser dans le cadre du projet. Donc déjà, on est parti de ce constat que le bilan carbone annuel d'un Français moyen va être aux alentours de 11-12 tonnes d'équivalent CO2. Et 50% de ce bilan carbone, de cette empreinte, est lié au déplacement quotidien, à la consommation énergétique des bâtiments, à son exploitation, à l'ACV des produits de construction, aux espaces publics, aux infrastructures, aux déchets. Et donc 50%, sur 50% de cette empreinte, l'aménageur, dans le cadre des choix d'aménagement, des choix de conception urbaine qu'il va faire, peut avoir une influence forte et directe. Donc on a une influence forte et directe du quartier. Sur 50% du reste de l'empreinte, qu'on a appelé plutôt levier usager, l'aménageur va avoir une influence plutôt faible ou indirecte. Par exemple, on a mis un petit carré sur l'alimentation parce que typiquement, s'il propose des jardins partagés qui permettent de prendre un peu plus conscience du côté cyclique des fruits et légumes, ça peut participer d'une meilleure alimentation et donc diminuer cet impact-là. Et donc, au sein du projet, il y avait deux enjeux. Donc, le premier enjeu, c'était de pouvoir quantifier dans le contexte d'un projet d'aménagement urbain, donc dans un contexte où on a finalement potentiellement peu d'informations très précises sur ce qui sera conçu. Donc, de pouvoir quantifier ces impacts et leur importance donc, pour faire les bons choix. Et le deuxième enjeu, c'était donc de pouvoir élargir cette réflexion, pas uniquement finalement à cette ACV très physique de ce qui est construit dans le cadre du projet d'aménagement, mais d'élargir la réflexion et l'évaluation à toutes les activités de l'usager du quartier
et de prendre en compte donc des leviers aménageurs qui seraient peut-être plus de l'ordre du levier incitatif et plus uniquement technique. Donc, cette réflexion, c'est le fait dans le cadre du projet Quartier E+C-, donc financé par l'ADEME. Et aujourd'hui, on a l'implémentation de cette méthode dans l'outil UrbanPrint, qui est un outil qui est co-développé par le CSTB et Efficacity. Et c'est un outil qui permet d'appuyer notamment tous les tests sur les différentes opérations pilotes. Donc, cette méthode et cette utilisation d'UrbanPrint, donc qu'est-ce qu'ils permettent? Donc, ils permettent, c'était évoqué par Olivier Pénichou, donc d'aider à définir des stratégies d'énergie carbone à l'échelle de l'aménagement en s'appuyant donc sur une méthodologie en analyse de cycle de vie. C'est vrai que c'était important pour nous cet aspect autour de l'analyse de cycle de vie et de préciser cette stratégie au moyen d'indicateurs environnementaux complémentaires, donc impact sur les sols et la biodiversité au travers finalement de l'ensemble des indicateurs qu'on peut trouver dans une analyse de cycle de vie, donc dans la norme 15804 pour ceux qui sont connaisseurs. L'idée, donc, c'était de pouvoir prendre en compte les caractéristiques du projet d'aménagement, le contexte dans lequel il s'inscrit et les stratégies urbaines et leviers environnementaux actionnés ou non par les porteurs du projet. Et puis, finalement, d'avoir une utilisation de cette méthode et de cet outil qui soit en phase avec les différents moments, les différents temps de conception d'un projet. Donc, au début, on va être en phase plutôt d'initialisation, comme on l'a appelé, où on va avoir des éléments de programmation, des données contextuelles, de localisation, les fonctions qui seront présentes dans l'aménagement. Et puis ensuite, on va venir définir de façon beaucoup plus précise les stratégies énergétiques et constructives, les choix ou non de mutualisation de systèmes, par exemple, les potentiels en énergie renouvelable. Et ensuite, on va venir spécifier encore plus précisément les exigences et les niveaux de performance qui peuvent être associés à tel ou tel levier présent dans la méthode. Alors aujourd'hui, il y a 3 familles d'indicateurs qui sont fournis par UrbanPrint. Les indicateurs qui sont vraiment issus de la méthode quartier énergie carbone et d'autres complémentaires. Donc, les premiers indicateurs de cette méthode, donc quartier énergie carbone, ce sont les indicateurs, une comparaison de l'impact énergie carbone du quartier par rapport à un projet de référence. Donc, ça permet de savoir finalement s'il y a des efforts qui ont déjà été faits sur ces 2 indicateurs et on compare un projet donc, qui est le même projet avec le même programme, mais sur lequel on a appliqué des niveaux standards de performance. Donc, ça permet finalement de qualifier l'effort qui a déjà été fait par l'aménageur. Dans UrbanPrint, comme on évalue l'ensemble des 26 indicateurs environnementaux de la norme EN 15804, ça permet finalement d'avoir des informations complémentaires qui vont pouvoir illustrer les enjeux liés, par exemple, à l'économie circulaire, à l'épuisement des ressources, à la santé et à la biodiversité au travers de certains indicateurs plus spécifiques. Et il y a également donc ce calcul de potentiel, je vais y revenir un peu plus dans la slide suivante, qui va permettre de voir le potentiel de certains leviers dans le cadre du projet. Il faut savoir que dans le cadre d'UrbanPrint, c'est des résultats qu'on va pouvoir ce sont les indicateurs quartier énergie carbone et les indicateurs environnementaux, ce sont des résultats qu'on peut obtenir à l'échelle du projet, mais qui sont déclinés aussi à l'ensemble des systèmes et objets qui sont présents dans le quartier. Donc, ce calcul de potentiel à chaque étape, donc ça, c'était d'un point de vue méthodologique, c'était important parce que c'est ce qui va permettre de guider l'utilisateur et l'aménageur qui est accompagné sur les leviers qui sont encore à sa disposition. Et donc, en fait, au fur et à mesure de l'avancée du projet et de la sélection de stratégies et de leviers, il y a un calcul de potentiel qui peut être effectué pour orienter les prochaines étapes et discriminer finalement parmi les choix et le levier encore non fixés par l'aménageur, lesquels sont les plus potentiellement impactants pour le projet étudié. Donc ça s'appuie sur des méthodes mathématiques et on utilise pour ça la valeur de Shapley, donc qui est issue de la théorie des jeux coopératifs, puisque finalement il y a des interactions fortes qui existent entre les différents leviers. L'objectif, c'est de pouvoir réussir finalement
à allouer à chacun des leviers une part de l'impact agrégé de leur action. Donc, si on prend l'exemple, le graphe en bas à gauche, donc vous avez votre projet qui émet 1600 tonnes d'équivalent CO2. Et si on le compare aux émissions, entre guillemets, dans le pire des cas, qui était à 2684 tonnes d'équivalent CO2, on s'aperçoit qu'il y a déjà eu un effort d'effectuer. Et cet effort, en fait, la méthode de Chapley nous permet de dire que cet effort est notamment lié au mode de production de chauffage qui avait déjà été sélectionné, aux performances thermiques de l'enveloppe et au traitement des déchets. Et il permet également de pointer du doigt les leviers sur lesquels il y a encore possibilité de trouver des moyens d'action et des diminutions de carbone pour atteindre ces émissions, entre guillemets, dans le meilleur des cas. Et donc là, on voit qu'on peut venir agir encore sur la performance thermique de l'enveloppe ou encore le mode de production de chauffage. Et donc finalement, c'est vers ces deux leviers, s'il faut faire par exemple des études complémentaires, etc., pour améliorer la performance carbone, c'est sur ces leviers que l'aménageur va être orienté dans le cadre de son projet. Et donc, il y a une autre façon aussi de présenter cette information. C'est par exemple là, donc on s'aperçoit qu'on est à 66% du potentiel maximal atteint. Donc, ça permet de voir le taux d'effort qui a déjà été réalisé. Ce qui va également arriver, on voyait qu'il y avait cette volonté de pouvoir avoir l'empreinte globale, c'est-à-dire intégrant aussi les comportements des différents usagers. Donc ça va arriver dans les prochains mois au sein de la méthode. Donc c'est cette performance à l'usager et donc l'influence du quartier sur l'empreinte carbone de ces usagers qui va permettre de positionner finalement cette performance de l'usager du quartier dans le cadre des stratégies, par exemple, nationales ou peut-être plus locales, et de voir finalement si on a un quartier qui est vraiment dans une trajectoire carbone très positive. Alors, comment la méthode et comment l'outil fonctionne ? Alors, en fait, on a un jeu de données en entonnoir, c'est-à-dire plusieurs niveaux de données d'entrée du modèle, de façon à pouvoir justement travailler avec le fait qu'on va venir affiner progressivement la nature des données. Donc, il y a des données qui sont indispensables à fournir par l'utilisateur, donc qui sont la programmation, l'implantation des bâtiments, le type générique d'espace extérieur et le nombre de mètres carrés construits. Et finalement, en fonction de ça, on va déjà pouvoir faire une première évaluation. Et progressivement, en fonction du niveau de connaissance, l'utilisateur va pouvoir fournir des données plus complètes. Et en fait, si les données orientation ou les données spécification ne sont pas complétées, ne sont pas renseignées par l'utilisateur, c'est l'outil lui-même qui va permettre de compléter ces données manquantes, entre guillemets, via des enrichisseurs permettant donc de compléter les données orientation et spécification qui ne sont pas fournies par l'utilisateur. Donc, si on prend par exemple l'exemple du bâtiment et des produits de construction, donc en phase d'initialisation, on a l'usage, le nombre de niveaux du bâtiment. Et la zone climatique, en fait, est par rentrée, entre guillemets, par l'utilisateur. Elle est rentrée finalement par l'adresse, par la localisation du projet. Et donc ça, ce sont les informations minimales. Et donc ensuite, en orientation, on va pouvoir préciser les principaux matériaux de construction. Est-ce qu'on est sur du classique, du biosourcé ou du mixte, et la performance énergétique visée. Et en fait, progressivement, on va pouvoir définir le type de structure, le type de façade, les performances énergétiques associées aux différents éléments, façade, toiture, plancher, ou encore les ratios de surface vitrée. Et encore une fois, donc, ces données orientation et spécification, si elles ne sont pas précisées par l'utilisateur, il y a un enrichissement des données qui est fait et qui sont le fruit finalement de l'exploitation de plusieurs bases de données statistiques et ou de règles expertes.
Et pourquoi il y avait cette notion d'enrichissement est importante, c'est ce qu'elle va permettre. Elle va permettre finalement d'interroger le moteur de calcul UrbanPrint toujours avec le même jeu de données et donc s'assurer qu'on a une cohérence de résultats entre ces différentes étapes d'utilisation de l'outil et de la méthode. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut tout à fait être dans des étapes différentes en fonction des systèmes que l'on décrit. On peut avoir des niveaux de précision très fins, par exemple, sur les déchets, mais un niveau de précision moins important sur les bâtiments. Et donc, on a la possibilité d'aller identifier différents leviers. Dans le cadre de l'outil, on permet de construire différentes variantes d'un même projet. Donc, on va pouvoir venir travailler sur les produits de construction, sur les systèmes énergétiques qui sont présents dans le projet, sur les systèmes de gestion des eaux, sur les déchets ou encore sur cette phase chantier. Donc tout ça, toutes ces définitions de variantes vont être aussi un moyen de tester différents leviers pour pouvoir agir sur la performance environnementale du projet. Alors maintenant, je vais laisser la parole aux 2 opérations pilotes pour voir finalement concrètement comment cette expérimentation s'est inscrite, on va dire, dans le cadre de leurs opérations. Et donc, je vais donner la parole en premier à Olivier Pénichou pour nous parler donc, de l'opération pilote des Portes de Paris qui est pilotée par ICAD. Alors, Olivier, on ne t'entend pas. Voilà. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux prendre la main ou je défile les slides pour toi? Ouais, défile, il n'y en a pas beaucoup, donc je pense que tu arriveras à suivre. Ok, parfait. Par rapport à mon propos. Parfait. Donc pour l'instant, j'ai Dunkerque, mais ok, c'est bon. Alors, les Portes de Paris, le quartier des Portes de Paris est historiquement un quartier qui a été développé par le baron Haussmann à l'époque où Paris était suffoqué derrière les usines à l'intérieur de Paris et donc et les entrepôts. Et donc Haussmann avait décidé fin 19e d'externaliser en fait toute la partie entrepôts et magasins généraux à l'extérieur de Paris et donc ce fameux quartier. Donc ce quartier, il est très hétérogène. Il appartient donc à ICAD. Et il est hétérogène parce qu'on a des immeubles qui datent d'Haussmann et on a aussi des nouveaux immeubles qui sont sortis de terre il y a à peine 5 ans. Et donc, sur ce patrimoine-là, sur ce foncier, on a beaucoup de… c'est un bon terrain de jeu pour développer des projets d'aménagement. D'autant plus qu'on a une volonté de mettre du logement, de mettre des hôtels, etc., et non plus se focaliser sur du bureau et des immeubles d'activité type entrepôt, etc., etc. Donc en fait, on avait le terrain de jeu idéal pour tester le projet UrbanPrint. Et donc sur la slide d'après, en fait, au sein de ce quartier Porte de Paris qui est assez immense, slide d'après. Ouais. Cool. Excusez-moi. En voulant passer à la slide d'après, c'est assez… J'y arrive. Parce qu'en fait, ce parc, il est immense et on n'allait pas appliquer en fait la méthodologie sur le parc qui contient une soixantaine d'immeubles, peut-être même 100, je crois, mais de toute nature. Donc en fait, on a pris plutôt un extrait un bout de ce parc, l'extrême nord de ce parc, qui est à proximité, en fait, on le voit oui, c'est bon, en pastel, la ligne 12, le métro Front Populaire, c'est une nouvelle ligne. Enfin, c'est pas une nouvelle ligne, mais c'est l'extension d'une ligne existante avec une nouvelle station qui s'appelle le Front Populaire. Et on a sélectionné, en fait, 6 immeubles, 7 immeubles, pardon, pour entrer dans la simulation. Et parmi ces 7 immeubles, eh bien, il y a des immeubles
il n'y a que des immeubles, non, il y a des immeubles existants, pardon, le Pulse par exemple, qui va accueillir le comité des Jeux Olympiques et pour lequel on fait déjà des travaux d'aménagement intérieur pour eux. Il y a le pôle numérique, il y a un établissement recevant du public, ça va être une école. Il y a des bureaux quand même en bas, mais c'est de la rénovation. On a mis en bleu en fait la partie existante, la partie rénovation et la partie projet. Donc la partie en bas, en fait, c'est que des projets de rénovation, le bâti existe. Et après, on a côté droit l'îlot D et l'îlot C qui sont pour le coup inexistants. Ça va être de la démolition-reconstruction pour en faire des bureaux et des hôtels. Un hôtel et plus du bureau aussi, avec du commerce pied d'immeuble. Donc en fait, comme disait Morgane, au départ, on n'a pas beaucoup de données sur ces éléments-là, du moins les projets. Et du coup, en fait, ils sont résumés. On programme, en fait, c'est la fiche signalétique. On programme 28 000 m² de bureaux, par exemple, en R+7 avec de la restauration collective pour Pulse. Enfin, pour Pulse, pour le coup, ça existe. Mais par exemple, pour la partie îlot C, ce ne sont que des prospectives. C'est de la programmation. Voilà. Donc, slide d'après. Donc, après, concrètement, alors nous, on ne l'a pas vu parce qu'en fait, l'objet UrbanPrint est encore dans les mains du maître d'œuvre ADEME. Et donc, nous, on ne l'a pas vu, ça. On ne manipule pas l'outil en direct. On donne des informations auprès du chef de projet qui, lui, après, les insère dans la bécane et nous fait cette ressortie d'écran. Donc là, c'était pour vous montrer, en fait, vous illustrer la traduction sur UrbanPrint d'un plan masse ICAD. Voilà. Slide d'après. Donc, voilà. Et ça, c'est pour vous montrer aussi que sur des immeubles, on peut avoir plus d'informations. Alors, par exemple, le Pulse, comme celui qui est en bas, on a toutes les informations dans la mesure où il est déjà construit. Donc, on peut vraiment le modéliser tel qu'on veut et donc faire bénéficier UrbanPrint de toutes les informations sur ce bâti-là. Par contre, le lot D, séparation hôtel-bureau, là, pour le coup, c'est qu'une vue architecte, il n'existe pas. Et donc, en fait, on ne met que ce qu'on connaît et à la maille assez primaire. Et c'est pour ça que grâce à UrbanPrint, il complète les trous qu'on n'a pas donnés, quoi. Slide d'après. Eh bien, en fait, on passe directement au résultat, à savoir, en fait, grâce à UrbanPrint, avec le peu d'informations qu'on a données à ce stade, eh bien, il va nous dire si les choix, les informations qu'on a données, donc les choix pour lesquels on a fait des hypothèses, quel est le résultat par rapport au système, au quartier global. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à tous les facteurs d'émission de carbone, il y a les systèmes énergétiques, les produits de construction, l'eau, les déchets, la mobilité et les terrassements. Donc ça, ce sont toutes les facteurs d'émission de carbone. Et en fait, on se rend compte que c'est la mobilité qui est prépondérante. Et on aura beau faire beaucoup d'efforts sur les systèmes énergétiques, mais malgré tout, le poste mobilité va atténuer en fait tous les efforts qu'on va faire sur les autres postes. Et par contre, alors c'est pour ça qu'il faut bien dissocier en fait l'effort que nous on mène, parce que la localisation finalement on n'y peut rien, elle est ce qu'elle est. Et c'est cette localisation qui, justement, génère en fait toute cette émission carbone pour la mobilité. Par contre, nous, on maîtrise totalement les autres leviers, notamment l'énergie, puisque c'est nous qui décidons de la conception en fait, des immeubles. Et ben, sur ce poste-là, énergie, on se rend compte qu'on fait un gain de 72% en carbone par rapport au quartier de référence
à savoir, comme l'a expliqué Morgane, un quartier qui aurait été, enfin un immeuble ou un quartier qui aurait été fait avec les choix standards qui nous entourent actuellement avec la RT 2012. Donc en fait, ce 72% sur le poste énergie se traduit avec un score de 24% seulement sur l'ensemble du parc. Enfin, pas du parc, mais du moins du quartier. Voilà. En énergie, il est encore plus atténué, ça fait que 6,8%. Alors, je précise qu'il s'agit de l'énergie primaire. Ça, c'est très important parce qu'en énergie finale, on a un autre résultat. Et je voudrais aussi appuyer, comme l'a fait remarquer Morgane, c'est que cette étude-là, elle n'est pas faite sur l'exploitation sur une année courante de la vie du parc, mais sur toute la vie du parc, de sa construction jusqu'à sa démolition. Donc, sur toute l'analyse de cycle de vie, l'ACV. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il peut y avoir une bonne action qui a sur l'exploitation, mais une très mauvaise idée par rapport à sa construction et sa démolition. Donc, c'est ça aussi qui est très important, en fait, et qui intègre l'outil UrbanPrint, c'est l'intégration de l'analyse de cycle de vie dans tous les choix. Voilà, je vais conclure par ça. Donc, en fait, si je pouvais rajouter, en fait, dans le choix, faut-il choisir… Ah oui, non, il y a la slide d'après. Ouais. Oui, en fait, ça, c'était pour vous montrer que tous les choix, toutes les variantes sont infinies. Et donc, on peut comme en jouant aux échecs, on peut tester plusieurs parties et avoir un résultat immédiat. Voilà. Ça, c'était pour finir sur ce point-là. Et maintenant, après, pour conclure pour émettre une idée entre le choix entre le carbone et l'énergie, comme Anne Lefranc, il ne faut pas choisir, il faut les deux. Mais je préciserai que pour l'énergie, il faut que ce soit l'image de la sobriété du bâtiment. Et pour que ce soit l'image de la sobriété du bâtiment, il faut plutôt choisir l'énergie finale plutôt que l'énergie primaire. Voilà. Je vais conclure comme ça. Je ne sais pas si j'ai mis mon temps est imparti. Je n'ai pas débordé. C'est parfait. Pour l'instant, okay. On arrive à respecter le timing. Je propose de passer la parole à Anthony Rousteau donc pour l'opération pilote, donc les nouveaux échats. Pareil, je vais poser la même question. Anthony, souhaites-tu que je passe les slides pour toi? Si je veux bien prendre la main. Si normalement, je pense que tu dois pouvoir envoyer un petit prendre la main et je dois pouvoir faire un petit OK quelque part. Prendre le contrôle. OK. C'est bon. C'est bon. Parfait. Alors, et voilà. Donc effectivement, les nouveaux échats, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, donc sur un site, une commune plutôt périurbaine, même si on est à 10 minutes d'Angers, la ville-centre, on y est en 10 minutes en vélo. Mais on est quand même sur de l'extension. Donc, il y a quand même, on peut se poser la question au départ de l'utilité et du sens de venir faire ce type de démarche sur déjà de l'extension urbaine. Pour nous, avec la collectivité, bon, ça répond à une commande politique avant tout, de pouvoir produire du logement sur la collectivité. Mais du coup, on l'a pris par l'autre bout en se disant qu'est-ce que ce projet peut apporter en termes de plus-value au territoire dans le territoire le plus large. Et sachant qu'on est en proximité directe d'un boisement existant et de la frange d'urbanisation, quelque part du tissu dense d'agglomération. On est en frange avec la campagne environnante. L'idée, c'est de dire on va faire en sorte de faire s'interpénétrer la nature et la ville. Et c'est comme ça qu'on a essayé de décliner une méthodologie de projet qui allait augmenter la qualité écologique du site, puisqu'à la base, on était sur des sites exploités en REGRA, donc avec zéro qualité écologique. L'idée, c'est aussi à terme d'arriver à mettre en réseau les acteurs du territoire,
c'est-à-dire les habitants, les producteurs, les charpentiers, enfin vraiment d'agréger tout le monde autour du projet. Et puis, c'est d'instituer des dynamiques vertueuses à l'échelle communale et à l'échelle également d'agglomération. Donc, c'est vrai qu'avant d'arriver au plus c'est moins et à la méthodologie très scientifique, et, nous, on s'inscrit vraiment dans une histoire collective avec beaucoup d'humains. Et ça, c'est important de le dire, parce que des fois, on est dans nos chiffres et on en oublie un peu la qualité de vie, enfin, au sens propre du terme, les relations avec les gens. Donc ça, c'est hyper important dans le projet. Pour vous situer, donc du coup là vous avez les 17 hectares qui correspondent à la ZAC des Échats 3, que vous voyez là décliné en tranches. Donc c'est 380 logements à terme, avec le défi d'en faire à peu près 30%, 60% pardon, sous la forme collective. Donc là on doit faire le grand écart entre la volonté d'habiter dans un pavillon sur ce type de commune et en même temps l'enjeu climatique, aller chercher des opérateurs immobiliers qui vont proposer quand même du logement dense qui donne envie aux gens de passer l'étape culturelle du pavillon. Donc c'est gros défi au départ. Hop, je défile et donc on s'est inscrit dans un récit collectif, je vous dis, à partir de 2013, avec la collectivité, avec l'urbaniste qui est Johan Guichard, de l'agence Johansen, en se disant, au regard du défi, on va essayer de mettre tout le monde autour de la table. Et donc de changer la méthodologie, on est parti sur une démarche collaborative pendant 2 ans, assisté par Wigwam, à faire des allers-retours, plusieurs allers-retours entre les habitants, les associations, un collège d'experts du territoire. C'est comme ça qu'AgroCampus Ouest est rentré dans le projet. Et puis les professionnels de l'immobilier qui étaient également autour de la table. Au bout de ces 2 ans, il y a une identité forte qui est ressortie, c'est-à-dire planter le parc central que vous voyez. Je ne sais pas si on voit ma flèche. Le parc central là, que vous voyez sur la photo en haut à droite, qui vient prolonger le boisement existant que vous voyez. Et donc l'idée c'est de le planter en privilégiant, enfin en mettant en œuvre toutes les conditions qui font que naturellement une forêt émerge sans l'intervention de l'homme. Donc on a planté, on a préparé le sol, on a planté 35 000 jeunes plants et on en a encore planté 15 000 l'année dernière. Et donc l'idée c'est ensuite de créer un système forestier autonome. Et à partir de là, on tire le fil avec les habitants, on lance un événement festif. Pour la plantation, les écoles se greffent au projet pour baser leur projet pédagogique en partie sur le projet urbain. Et là, ça devient vraiment, on commence à lancer une dynamique vertueuse où on sort de la question de savoir si on fait du collectif de 2 étages ou 3 étages, ou ce qui ne correspond pas à la volonté des riverains forcément. Et on peut se baser là-dessus pour ensuite expliquer toute une démarche de projet et arriver à concevoir un territoire bas carbone. Donc en se joignant au projet de recherche, et également en prenant une AMO bas carbone. Donc on a choisi dès début 2018, en l'occurrence AIA Environnement. Je vous ai mis l'équipe projet, effectivement avec les compétences classiques, urbaniste, paysagiste qui est l'une, bureau d'études infra, et des compétences qui viennent renforcer l'équipe en démarche collaborative, en bureau d'études environnement avec AIA, un consultant en biodiversité, AgroCampus qui vient également, et puis des partenaires satellites qui gravitent autour du projet.
comme Atlan Bois, qui promeut la filière bois, Nova Build, qui est cluster d'éco-construction, enfin cluster, il faut peut-être éviter ce mot en ce moment, et puis Reforestation. En termes de déclinaison opérationnelle, on a fait un diagnostic du quartier que vous voyez là, et donc on s'est aperçu que, alors ça dépend aussi où on place les données, mais que globalement le poste alimentation que vous voyez en vert, en bleu turquoise, correspond à l'ensemble, en termes de poids carbone, il correspond à l'ensemble des postes aménager le quartier, construire les bâtiments, exploiter les bâtiments et aller au travail tous les jours. Donc ça replace aussi la question des priorités et notamment en termes de levier d'action, ce qui relève de l'aménageur, ce qui relève des collectivités qui agissent à une échelle plus large. Donc notre plan d'action, il s'est calé en 5 points en essayant du coup de se créer un référentiel, tirer de plus et moins, mais en l'adaptant aux spécificités de notre opération et de notre territoire. Donc aménager le sol avec respect, ça s'explique facilement avec le projet de la forêt qui pousse, et du coup on tire le fil au niveau des projets individuels et collectifs. Le bien construire, avec ça aurait la question de la séquestration carbone des matériaux. Le vivre mieux à travers des usages moins carbonés, la participation participer davantage à la vie du quartier et toujours faire un retour d'expérience pour capitaliser. Donc notre référentiel, voilà, en gros, là je vous ai fait une capture d'écran, vous voyez un peu ce que ça donne. Chaque porteur de projet, qu'il soit individu particulier pour son projet de maison ou un promoteur ou bailleur, vient remplir cet état de données et qui nous permet ensuite de voir où il se situe selon 3 niveaux de performance. Un niveau de jeune pousse qui est le niveau de base, demandé à tout le monde. Un niveau supérieur qui est le niveau chêne vert, qui lui donne droit pour les particuliers à une subvention de 3 000 €, et le niveau maximal, le Major Hawk, qui correspond au standard du passif. Et là, l'aide financière est aussi un peu plus importante. J'en viens aux premiers enseignements du projet, sachant qu'aujourd'hui, moi j'ai eu, pour tout vous dire, les chiffres cette semaine, et c'est les premiers chiffres, donc il y a tout un travail itératif à mener avec l'équipe de recherche et développement. Donc à prendre avec des pincettes, mais c'est vrai qu'en termes de score du quartier, pour l'instant, on est sur un moins 15% en termes de carbone. Moins 10% sur l'énergie, mais effectivement le travail itératif là il va devoir porter sur des aspects comme les produits de construction où là on voit qu'on n'a pas d'amélioration alors que notre stratégie elle promeut les matériaux qui séquestrent le carbone comme le bois. Et je vais vous montrer juste après quelques exemples de projets qui sont dans les cartons. On a une augmentation des impacts liés à l'eau. Alors là, pour le coup, c'est assez révélateur. C'est dans le sens où, comme on a cette forêt en devenir qui est au cœur du quartier, eh bien, pour l'instant, le logiciel a pris en compte un arrosage nécessaire et un traitement des eaux qui n'existeront pas, puisque comme je vous le disais, la forêt qui pousse, elle est destinée à vivre de manière autonome, sans intervention en termes d'entretien. Et la mobilité, ben là, c'est un gros sujet de travail pour la suite. Et la collectivité, d'ailleurs, souhaite lancer un plan vélo qui met le vélo vraiment en priorité sur l'espace public. Donc là, je passe pour aller plus vite. Donc, quand je vous disais effectivement les projets en cours, réalisés ou en cours, on a Angers-Loire Habitat, bailleur social, qui a réalisé 36 logements collectifs E3C1 en ossature bois. On a un îlot bois avec des lots individuels, donc conçus avec des constructeurs locaux, qui va aussi être commercialisé cette année. Un projet innovant qui va sûrement faire parler, c'est-à-dire une maison imprimée 3D, là encore qui agrège
un ensemble d'acteurs locaux et qui va être en fait la première maison imprimée 3D à étage et bas carbone. En termes pour conclure, en termes de difficultés, c'est vrai que les process d'accompagnement sont complexes. Quand on parle de bas carbone avec les gens, concrètement, ça peut donner un peu moins de surface au sol, enfin, surface utile aux gens, parce que les bâtiments sont un peu plus isolés. Donc là, il faut être dans une démarche pédagogique pour accompagner les gens. Le frein culturel, construire moins pour construire mieux. Les gens ont plutôt tendance à toujours vouloir construire plus quand le foncier est un peu moins cher. Utopia, on avait un projet collectif pour se rapprocher des entreprises et travailler avec les salariés sur un programme. Là, on voit que la frontière de verre entre le monde de l'habité et le monde de l'entreprise est compliquée et très opaque. Et par contre, en retour d'expérience positif, on a la méthode collaborative, j'y reviens pas, la dynamique expérimentale. Aujourd'hui, on est vraiment identifié comme un incubateur et ça, c'est intéressant. Ça permet de pousser les curseurs. Le conseil aux particuliers et puis l'amélioration de la qualité constructive des maisons qui sont un peu plus isolées, notamment. Et puis là, je vous ai mis quelques projections pour cette année. On va lancer un dialogue compétitif auprès de promoteurs. On va mettre en chantier la maison 3D. On va améliorer le process de commercialisation des lots libres. Et puis, il y a toujours ce projet d'équipement de quartier. On a une réserve pour un équipement public de quartier. L'idée serait à terme d'en faire ce qu'on peut appeler un tiers-lieu, mais quelque chose qui vienne dans la stratégie bas carbone, qui vienne en accompagnement des habitants dans les changements des modes de vie. Donc on pense à la mutualisation, à pas mal de choses, mais ça c'est encore un projet à creuser avec la collectivité et les habitants. Je vais reprendre le contrôle. Donc, merci beaucoup pour ces deux retours donc sur ces deux opérations pilotes. Ça permet finalement de voir aussi concrètement comment l'utilisation de ce type de méthode et d'outils peut venir s'inscrire finalement dans des processus d'aménagement urbain. Alors, il y a plusieurs questions auxquelles on a déjà un peu répondu sur le chat. Donc, il y en avait une notamment à laquelle on n'a pas répondu, me semble-t-il, c'est sur le développement de l'outil UrbanPrint. Donc, je vais faire une réponse en deux temps et Émilien Parron, qui a apporté quelques réponses, qui est le product owner, comme on dit dans le jargon, de l'outil UrbanPrint, pourra venir compléter. Donc déjà, le projet Quartier E+C-, donc qui vise au développement de cette méthode, c'est un projet qui se finalise en septembre. Et donc la méthode complète sera disponible, on va dire, en septembre. Aujourd'hui, il y a eu un gros travail de fait, notamment sur le neuf et on va dire la partie aménageur. Et aujourd'hui, on est en train de développer notamment tout ce qui va être rénovation et l'évaluation pour les usagers. Donc, le développement d'UrbanPrint suit un peu également le même calendrier que la méthode. Et donc, si aujourd'hui permet de fonctionner pour des projets d'aménagement neufs, l'objectif est de pouvoir intégrer la rénovation, on va dire, avant l'été si c'est possible, et également donc la dimension usagée. Après, la méthode comme l'outil se sont amenés à être des outils évolutifs, et c'est-à-dire que ça va venir intégrer potentiellement des évolutions, par exemple, dans la nature des systèmes qui sont précisés. Il me semble qu'il y avait une question sur le scénario de référence. Donc, le scénario de référence, en effet, c'est le scénario business as usual. Donc, typiquement, par exemple, sur les matériaux, si on ne précise rien, on va dire que dans le scénario de référence, ça va être du béton avec la performance RT 2012. Et donc, forcément, une fois que la RE 2020 sera sortie,
la scénario de référence va plutôt s'appuyer sur cette nouvelle réglementation. Sur le coût, non, ce n'est pas pris en compte dans l'outil, même si l'équipe qui travaille sur la méthode et l'outil sait que c'est une forte demande, on va dire, des aménageurs. Et je vois Nathalie qui m'aide sur les questions, donc sur les données initiales nécessaires. Sur les données initiales, il y a vraiment besoin d'avoir en fait le plan masse, donc l'implantation des différents bâtiments. Et pour chacun de ces bâtiments, la hauteur et le mètre carré, le nombre de mètres carrés construits, ou sinon le nombre de mètres carrés construits et le nombre d'étages. Et donc son usage, donc est-ce qu'on est sur du tertiaire, du logement, et en fait, et aussi l'usage moyen, on va dire, des espaces extérieurs. Et à partir de ça, en ayant choisi l'énergie de base du quartier, donc de chauffage, est-ce qu'on est plutôt sur du gaz et de l'élec, à partir de ça, on est déjà en capacité de faire une première simulation. Alors, l'outil UrbanPrint ne sera pas mis à disposition gratuitement par l'ADEME. La méthode quartier énergie carbone, par contre, sera publique et sera donc mise à disposition gratuitement par l'ADEME. L'outil UrbanPrint, c'est développé par Efficacity et le CSTB. Et donc, pour le coup, non, ce ne sera pas accessible. En fait, c'est comme pour... bonjour Emilien Parron, c'est comme pour la RT 2012, en fait, la méthode est gratuite, mais il y a des éditeurs de logiciels qui l'implémentent et qui permettent de l'appliquer, et forcément, c'est un coût non négligeable, et donc ça ne peut pas être mis à dispo gratuitement. Voilà. Donc, UrbanPrint sera a priori la première implémentation de la méthode, mais ça se trouve, il y aura d'autres organismes qui coderont la méthode dans le futur. Pour la question sur la rénovation, une fois pris en compte par l'outil, oui, elle pourra permettre justement de servir d'adhésion pour savoir si on rénove ou si on démolit et reconstruit à neuf. Donc, c'est typiquement l'un des intérêts. La fourchette de prix, c'est dur à dire parce que justement, en fait, UrbanPrint s'appuie sur énormément de bases de données, que ce soit les bases de données, bien sûr, des fiches environnementales, de cartographie, de mobilité, etc. Donc, en fait, on s'appuie, on agrège plein de connaissances existantes. Et donc, ça va dépendre on est en train de faire ce travail-là pour savoir le coût induit par rien que l'utilisation de ces bases de données, indépendamment du coût de développement chez nous. Mais l'idée, c'est que ça soit largement accessible quand même au bureau d'études, et ça restera toujours vraiment, ça coûtera toujours rien, à mon avis, par rapport au budget d'une opération d'aménagement. À titre d'exemple, les opérations pilotes aujourd'hui, ça coûte, sachant que c'est parce qu'on est en études, on fait toutes les études, etc. C'est pas la licence de l'outil, mais ça coûte entre 15 000 et 30 000 euros selon les tailles de quartier pour faire toute l'étude, toutes les réunions, etc. Donc, c'est quelques milliers d'euros maximum, je pense. Et si c'est en mode de licence, on verra avec le temps, mais ça va dépendre des coûts des bases de données. Les niveaux de performance vont-ils être fixés? Alors, il y a une tâche du projet ADEME qui permet justement de faire un peu une analyse de sensibilité selon plusieurs critères, typologie de quartier, localisation, etc., qu'on est en train d'essayer de mener pour pouvoir orienter éventuellement des certificateurs ou des labellisateurs demain qui voudraient transformer cette méthode en un label sur des niveaux de performance, on va dire, atteignables ou exigeables. Donc aujourd'hui, on est en train d'en mettre à titre indicatif, mais la sortie du projet ADEME Quartier Plus C-, ce n'est pas un label directement. On espère que certains s'en empareront, mais pensant que c'est une méthode de calcul et on donnera des indications sur les performances obtenues par des quartiers types. Alors, il y avait des questions également donc, sur ce qui était pris en compte ou non, notamment sur la qualité des milieux ou le type de végétation, etc. Alors, c'est vrai qu'on est sur une analyse de cycle de vie, donc les indicateurs environnementaux sont donnés sur l'ensemble du cycle de vie, donc ce ne sont pas des impacts localisés.
Par contre, il y a un travail qui va être mené notamment dans le cadre des programmes de R&D à Efficacity pour essayer justement d'apporter des informations complémentaires sur les impacts du projet sur la biodiversité in situ, ex situ, les éléments liés au stockage du carbone par le sol, donc en fonction de la nature du sol sur lequel on vient s'implanter et la nature de l'aménagement que l'on va effectuer. Donc, il y a un travail qui va être fait dans les prochains mois et les prochaines années pour essayer de localiser un peu plus certains impacts environnementaux. Mais c'est vrai que là, on ne va pas pouvoir répondre aux enjeux très locaux de certains projets d'aménagement. Par contre, en effet, c'est une demande que l'on a régulièrement. Si je peux me permettre, Morgane, c'est Anthony, pour compléter. C'est vrai que nous, depuis bientôt 10 ans, on mène, il y a 10 ans, on avait mené des premiers diagnostics d'habitat naturel pour les cartographier sur le site et aux abords. Et donc, du coup, c'est des relevés, des relevés et des études qu'on actualise régulièrement pour justement voir comment au niveau écologique, comment la biodiversité évolue et pour avoir un retour du coup dans quelques années, voir si au-delà de la question du carbone, mais on y viendra aussi sur savoir comment est-ce on pourra valoriser ça au niveau métrique, mais sur l'aspect écologique, en tout cas, on complétera nos relevés pour voir comment finalement le quartier se comporte en termes de biodiversité. Sur la question du niveau de performance, plus c'est moins sont-ils des données d'entrée? Oui, ce sont des données d'entrée. On peut décider de saisir qu'on ait un objectif de labellisation. Et ensuite, ça va déterminer automatiquement, à partir de bases de données des bâtiments aujourd'hui construits qui ont été labellisés dans la même région, même usage, même hauteur, etc., des performances thermiques, etc., de production solaire. Et sinon, après, on peut rentrer dans le détail et si on a l'info pour renseigner nos vrais niveaux d'isolation, nos vrais matériaux, etc. Mais on peut rentrer en effet avec un objectif de labellisation, et E plus C-. Alors, je pense que l'on a fait le tour des questions. Donc, je propose de repasser la parole à Anne Lefranc, donc de l'ADEME, pour ce mot de la fin, et puis pour mettre en perspective tout ce travail. Donc, ces travaux, ce ne sont pas les seuls, bien sûr, à l'ADEME sur cette thématique. Et finalement, donc, c'était déjà un peu évoqué en introduction, mais quels sont les liens qui se mettent en place avec d'autres travaux ou d'autres AMI portés par l'ADEME? Et finalement, comment l'ADEME porte en interne et auprès de ses partenaires le développement de ce type de méthode? Donc, je te laisse la parole, Anne, pour conclure. Oui, merci. Est-ce que tu pourras passer les slides aussi ou... Oui, je peux. Super. Oui, alors effectivement, le projet que l'on a vu est une première brique, on va dire, d'une démarche plus large que l'on a donc entamée à l'ADEME et qui s'appuie donc sur une expérimentation de quartier qu'on en a appelé E plus C-, parce qu'effectivement, quand on vise la haute performance environnementale des quartiers, ben, on s'aperçoit qu'il faut certes un outil de calcul, de la méthode, mais aussi, et on l'a vu un petit peu dans les questions, travailler sur la partie économique, juridique, technique. Il y a encore pas mal de questions en suspens. Et l'idée, c'était de partir de ces attentes-là, des quartiers aussi, pour pouvoir aller sur des objectifs assez ambitieux et donc apporter des réponses très concrètes aux aménageurs, aux collectivités qui ont des projets d'aménagement urbain. Alors, voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu le décor, mais voilà, cette démarche-là, elle est initiée.
On s'appuie donc sur les études et les outils ADEME et hors ADEME, et bien sûr sur les retours d'expérience, parce que la démarche aussi de quartier durable n'est pas nouvelle. Et construire un vrai retour d'expérience sur ces questions-là nous paraît essentiel. Et pour cela, on s'appuie sur aussi une communauté de partenaires. Alors j'en ai listé quelques-uns sur la slide, mais c'est certainement pas exhaustif, mais qui nous permet aujourd'hui d'avancer, de diffuser surtout et de construire le retour d'expérience sur ces questions. Alors si tu peux aller peut-être sur les slides d'après. Je voulais vous présenter un peu cette expérimentation. Tu peux aller après. Donc, en fait, qui s'appuie sur plusieurs étapes. Comme je vous disais, c'était vraiment l'idée de départ, c'était de partir vraiment des attentes, des besoins des quartiers. Donc, nous avons dans un premier temps construit cette expérimentation en recrutant 22 quartiers volontaires, quartiers qui sont complètement divers, avec des questionnements complètement hétéroclites, de taille hétéroclite, pour pouvoir ensuite appuyer donc un accompagnement qu'on en a souhaité faire sur mesure avec une équipe d'AMO qui a multicompétents et qui va donc suivre pendant 2 ans lors de l'expérimentation qui se poursuit donc jusqu'en juillet 2022, ces 22 quartiers avec évidemment du suivi individuel, mais aussi du test de la méthode. Donc on testera donc l'outil Urban Print dans un deuxième temps dès qu'il sera à peu près finalisé. Et l'idée aussi, c'est de construire un petit peu le retour d'expérience avec de la valorisation et surtout de l'animation entre ces différents quartiers. Et nous construirons donc des ateliers un petit peu thématiques au cours de l'expérimentation. Alors oui, c'était pour vous présenter un petit peu ces 22 quartiers. Donc, bon, vous voyez, ils sont répartis sur à peu près tout le territoire. Nous avons donc des collectivités, des aménageurs de toute taille, avec des degrés de maturité, on va dire, complètement différents. Et parmi ces 22 quartiers, nous avons 4 quartiers en rue. Donc ça, c'est à noter, avec surtout des questionnements sur le renouvellement urbain, la rénovation, et aussi des écoquartiers aussi, qui font partie de notre panel. Sur la suite, si tu peux, comment se bâtit un petit peu cette expérimentation. Nous avons donc trois objectifs. Le premier objectif, c'est évidemment de faire un accompagnement sur mesure, on l'a vu, sur des questions très diverses. Comme je vous disais, donc atteindre des objectifs ambitieux, il faut pouvoir apporter des réponses qui soient techniques, avec un suivi de performance notamment. Donc on regardera ça de près, mais aussi apporter un accompagnement, de l'AMO, et les accompagner sur des points aussi juridiques. Et ça, c'est au cas par cas et vraiment du sur-mesure. Au-delà de cet accompagnement, on souhaite donc, comme je vous disais, bâtir la communauté au travers d'ateliers. Alors on en est au début de cette communauté, mais on a quelques ateliers qui ont été réalisés déjà avec les 22 quartiers, mais on souhaite par exemple ouvrir ces ateliers avec notamment des experts qui viendront exposer des points particuliers qui auront été identifiés. Bon, ce que je peux vous dire sur l'expérimentation, on est sur vraiment une capitalisation, une diffusion. L'idée, c'est de pouvoir aussi construire donc le retour d'expérience et de le valoriser sur notre site internet
quartier expérimentation urbaine, pardon, parce que nous avons aussi plusieurs expérimentations en cours, planification urbaine par exemple, planification bas carbone. Donc vous pouvez aller voir notre site qui sera bientôt bientôt ouvert. Là, il est en train d'être refondu totalement, mais dans lequel on pourra valoriser toutes ces expérimentations et bâtir les communautés avec des espaces dédiés pour chaque AMI. Donc quartier E+, c'est moi. Et voilà, je ne sais pas si voilà, je voulais simplement conclure, voilà, et dire aussi que voilà, enfin voilà, on commence déjà à avoir un outil, c'est à saluer, voilà, vraiment. La prochaine étape, selon moi, ça sera de voilà, voir comment on peut construire un outil plus d'aide à la décision, parce que pour moi, la formation des professionnels et des décideurs sera importante pour intégrer vraiment cette démarche énergie-carbone, pour en faire peut-être un outil plus simplifié. Alors simplifié dans le sens où il pourra aider peut-être plus à la décision et moins rentrer dans le calcul pur. Et je voulais aussi saluer aussi l'ambition un petit peu environnementale que l'on a vu au travers de l'outil, parce que c'est vrai qu'on est resté un peu focalisé sur énergie carbone, mais enfin voilà, c'est vraiment sur une approche globale et systémique qu'il faudra aborder cette notion de voilà d'aménagement, de construction et puis aussi de renouvellement urbain. Voilà pour moi. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que je vais te laisser le mot de la fin. Et donc, je vais remercier l'ensemble des intervenants de cette table ronde. Donc, merci beaucoup Anne Lefranc, Anthony Rousteau et Olivier Pénouchou. Et puis également, merci beaucoup à Nathalie Sement qui a été à la manœuvre pour organiser toute la Merci à tout le monde. logistique de cette table ronde. On sait que ça peut être souvent un peu compliqué. Et donc, j'espère que cette table ronde a plu. N'hésitez pas à nous contacter ou aller trouver différentes informations si vous voulez poursuivre les échanges. Et je suis ravie, on finit à 11h17, donc je pense qu'on a eu un respect du timing très précis. Comme l'outil et la méthode quartier énergie carbone, nous sommes précis. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Très bonne journée. Bonne fin de semaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.